M. Blanco, est-ce qu'il sépare dans le jugement d'idées au point de vue de le champ d'Afrique, le champ de ce. Le document que vous présentez comporte trois chapitres. Lesquels chapitres sont bien équilibrés, sont bien annoncés quant à leur contenu et à leur justification respective. Pour poursuivre une essence lente vers une sanité rapide dans l'ordre. Vous référez à ce que vous avez appelé des droits catégoriels, lesquels, du moins ce qui concerne leur protection, ont mérité une protection complétée et renforcée. Ça, c'est ce côté. Et les cinq catégories que vous avez retenues ici sont les suivantes. Première catégorie de l'enfant, droit de l'enfant. Deuxième catégorie, droit des femmes. Troisième catégorie, droit d'étrangers, réfugiés et apatrides. Et cinquième catégorie, droit de ce que vous avez appelé les minorités. Je me suis posé la question, mais je ne trouve pas une catégorie réservée aux hommes. S'agit-il d'un oubli délibéré ou d'un oubli qui peut être justifié? Nous avons des hommes travailleurs qui, au point de vue des droits économiques, ne semblent pas être protégés. Nous avons des hommes chômeurs, pères de famille. Nous avons des hommes qui ne parviennent pas à loger décemment leur famille. Et pourquoi donc vous ne parlez que de ces catégories dont la protection doit être complétée et renforcée? Et vous oubliez les hommes. Deuxième question. Dans votre ouvrage, en vous lisant, du début à la fin, vous avez mis en exergue des thèses explicatives et justificatives du fondement des droits de l'homme. Nous avons des thèses naturistes, nous avons des thèses positivistes. Les thèses naturistes, je me suis rendu compte que dans votre biographie, vous avez, disons, si vous voulez citer les Bibles. C'est que cette question de l'homme a aussi une portée biblique, une thèse naturiste. Les gens qui se sont fondés sur le droit naturel pour dire voilà, les droits de l'homme seraient les droits naturels, les droits qui sont, si vous voulez, précèdent l'existence de la nature, de la société humaine. C'est une thèse qui existe. La deuxième thèse, c'est la thèse positiviste, dont les terrains ici, pour assurer la protection, la promotion des droits de l'homme, il faut d'abord que cela soit l'objet d'un droit positif national. À travers les thèses que vous avez données ici, bien entendu, vous avez exploré cette thèse. Alors, voilà la question que je pose maintenant. Comment expliquer que ce problème de droits de l'homme, dont vous préconisez la promotion et la protection, ne semble pas trouver écho favorable dans notre pays, tant du côté des gouvernants que du côté des gouvernés? Et ça dit que les Congolais n'ont pas une culture des droits de l'homme, n'ont pas une croyance des droits de l'homme. C'est ce qui expliquerait pourquoi ils
ont des difficultés pour en envisager la promotion et la protection. À ce moment, je pose la question de savoir est-ce que vous nous prêtez votre temps en rappelant, en nous donnant toute une forêt de textes, de temps positifs, le aussi le terrain, rien ne marche. Est-ce que nous pouvons exploiter la thèse naturiste, voir effectivement dans l'âme congolais, chez les Congolais, est-ce qu'il y a une culture, est-ce qu'il y a une croyance de droit de l'homme? Cette croyance, je me demande si vos efforts seront couronnés de succès. C'est une préoccupation. Voilà, monsieur, parce qu'on dit qu'on appelle à l'ordre. J'ai terminé, je pense que le débat continue parce que le texte que vous présentez, c'est une somme d'informations destinée aux chercheurs, destinée aux gens qui se posent cette question, destinée aussi aux futurs chercheurs qui sont dans cette salle, donc qui auront peut-être à vous consulter. C'est un document de référence, c'est un document bien fait. Monsieur le Président, merci. Je vous remercie pour tout ce que vous venez de dire, notamment trouvant que le travail sur le plan de la forme, c'est un travail acceptable. Monsieur le récipiendaire, vous nous épargnez de votre gratitude à propos de la valeur scientifique du travail tel que vu par le directeur de ce mémoire, et vous allez tout droit à nous proposer votre réponse sur la deuxième partie de sa question, et vous n'avez que 2 minutes pour ça, parce que de part et d'autre, vous avez consommé votre réserve. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury. Il m'a posé la question de savoir, par rapport aux droits catégoriels, pourquoi n'avons-nous pas cité la catégorie des hommes comme être à protéger au même titre que les enfants, les femmes, les minorités et autres? Je crois que de par la base des droits de l'homme, ce sont les hommes qui se sont mis à élaborer les règles qui régissent les droits de l'homme. Et on a trouvé que les êtres faibles qui doivent nécessairement subir une protection renforcée par rapport à la protection générale qui couvre les hommes, les enfants et les femmes, ce sont les êtres qu'on appelle les êtres vulnérables. Et ces êtres vulnérables sont les femmes, sont les enfants, sont la minorité ethnique, etc. Donc il était normal qu'on ne puisse pas prévoir l'homme, parce que l'homme n'est pas un être, l'homme dans le sens d'un être du sexe masculin, n'est pas un être vulnérable, à moins qu'il atteigne un certain âge. Donc, dès qu'il n'a pas encore atteint un certain âge, il n'a pas une protection spéciale pour l'homme, si ce n'est que se référer aux différents instruments qui protègent l'être humain en général. S'agissant de la deuxième question, il m'a posé la question d'expliquer pourquoi les droits de l'homme ne semblent pas trouver une suite favorable dans notre pays, alors que nous avons parlé de la thèse naturiste et de la thèse positiviste. Moi, je crois, comme vous avez posé honorablement du jury, il est une question de l'histoire de notre société. Nous avons connu dans notre société, depuis l'histoire, qu'il y a eu des guerres entre les populations. Et ces guerres entre les populations aboutissaient souvent à des assassinats, à des meurtres. Ce qui fait que dans notre culture, protéger les droits de l'homme devient une histoire comme une histoire de démocratie. C'est une nouvelle histoire qui vient de naître. Parce qu'originairement, les Noirs, ou dans notre pays, nous n'étions que, pour la plupart des tribus, des guerriers. Donc la notion de protéger l'être humain, c'est une nouvelle notion. C'est comme ça que, étant conduit par cette croyance de base des origines de nos tribus, il faut un grand effort pour amener notre pays à respecter les droits de l'homme, tant du côté des gouvernants que du côté des gouvernés. En fait, c'est une notion qui vient
vient d'arriver chez nous et donc on va fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir mettre en place tous les mécanismes que nous sommes en train d'adopter, d'adhérer par-ci par-là. Bref, j'estime que si le droit de l'homme ne trouve pas solution, non seulement que c'est une question de culture depuis notre histoire, mais aussi parce que nous n'avons pas encore des institutions spécialisées qui doivent être mises en place pour protéger l'être humain. C'est pour cela que nous avons préféré la création de telles institutions, pour nous adapter justement aux réalités internationales et régionales. J'ai dit, monsieur le Président. Wikipédia, une source, c'est pas une source scientifiquement reconnue. Puisque c'est Wikipédia, n'importe qui, tout le monde peut écrire son article là-dessus. Et mon conseil serait qu'en avenir, quand vous donnez des sources comme Azado, vous devez donner cette source-là si elle est publiée, puisqu'il y a des controverses aussi au niveau national quant à de telles sources. Si c'est une source publiée, alors vous pouvez la donner. Vous écrivez seulement Azado sans montrer où cela a été publié. Ça, c'est ce qu'on a. Par rapport à l'origine du droit, bien que vous contribuiez dans vos affirmations que la République démocratique du Congo fait les efforts pour adopter un mécanisme de protection des droits de l'homme, pour le respect des droits de l'homme, mais dans votre travail, vous avez parlé de l'historique des droits de l'homme qui trouve ses sources en Afrique, n'est-ce pas? Dans vos explications, vous aviez quelque peu frôlé le fait qu'en Afrique, nous avons quand même reçu le placement du respect des droits de l'homme dans l'historique de certains pays. Vous avez cité les pays. Vous n'avez peut-être pas cité le Nigeria aussi. Dans le cadre de la décentralisation, on trouve aussi certaines sources. Mais, comme vous le savez, au niveau africain, les droits de l'homme sont protégés, n'est-ce pas, dans le cadre africain, avant de passer à la protection de ces droits au niveau national. Il y a le cadre africain qui est un cadre régional privilégié. Et au niveau du cadre africain, vous savez, on donne la chance, il y a certaines procédures, n'est-ce pas? Il y a la procédure négociation, il y a la procédure plainte qui permet aux individus, n'est-ce pas, de se plaindre quand les droits sont violés. J'aimerais savoir quelles sont les faiblesses, n'est-ce pas? Quelles sont les faiblesses que connaissent la protection des droits de l'homme en Afrique, alors que toute la procédure, n'est-ce pas, existe chez nous, à l'instar de la protection des droits de l'homme en Europe. Avoir votre synthèse, la synthèse de votre travail, vous donnez ici exemple, vous donnez Deutéronome, ce qui signifie que la Bible, c'est la source du droit. N'est-ce pas? Je voudrais ici savoir, puisque vous savez bien sûr que dans les États comme en Arabie Saoudite, en Israël, il y a les dangers que comporte cette façon de voir les choses, puisque pour eux, en Arabie, il n'y a pas de différence entre les lois et la Bible, ce qu'on appelle le Coran. Il n'y a pas de différence entre le Coran et l'État. Donc la Constitution, c'est ça même le Coran. En prenant à votre niveau l'institutionnalisation du mécanisme de protection des droits de l'homme et en même temps, vous donnez la Bible comme source de droit, n'y a-t-il pas de danger de parvenir à un dérapage comme on le trouve dans les États arabes ou même en Israël? Comme vous le savez, en évoquant la Bible, vous savez bien sûr que Jésus lui-même disait que le royaume n'est pas de ce monde, n'est-ce pas? Il y a Matthieu et Jean, et encore pour achever la laïcité de l'État, il a parlé qu'il fallait rendre à César ce qui est à César. Merci. Voilà mes questions. Vous avez été précis. Monsieur le Président, vous avez la parole. Il m'est demandé de déterminer les faiblesses des droits de l'homme en Afrique, alors que nous avons des mécanismes africains de protection et de promotion des droits de l'homme.
je crois qu'il a été constaté que les droits de l'homme sont traités au niveau des organes qu'on appelle la Commission africaine des droits de l'homme. Et la Commission africaine des droits de l'homme, c'est un organe apparemment intergouvernemental, parce que ce sont les représentants des États qui sont membres. Et parce que ce sont les États qui violent les droits de l'homme et qui se retrouvent en même temps membres de la Commission africaine des droits de l'homme, il y a un problème de l'applicabilité des règles des droits de l'homme en Afrique, parce que ceux-là même qui doivent appliquer les droits de l'homme se retrouvent en amont pour prendre des décisions de protection des droits de l'homme. Je crois que c'est une faiblesse qui a fait qu'on puisse d'ailleurs créer la Cour africaine des droits de l'homme. Au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, on a également remarqué que les États n'ont pas voulu mettre à la disposition de la Cour de moyens pour pouvoir juger les violateurs des droits de l'homme. Ce qui fait que cette Cour africaine n'a pas fonctionné beaucoup de temps avant, et lorsqu'elle fonctionne, elle n'a pas de moyens pour pouvoir poursuivre l'instruction des causes jusqu'à la fin. Et aujourd'hui d'ailleurs, on est en train de parler d'une Cour unique des droits de l'homme pour l'Afrique. Ce sont là les différentes faiblesses que nous avons relevées d'ailleurs dans ce document, qui consistent à ce que les droits de l'homme ne sont pas appliqués dans notre continent, parce que les décideurs se retrouvent en même temps, qui sont d'ailleurs les débiteurs principaux des droits de l'homme, se retrouvent en même temps les décideurs d'un organe qui doit chercher à réprimer ou du moins à poursuivre les États qui violent les droits de l'homme. Voici un peu ce que je pouvais dire à ce niveau-là. Apprenons la Bible comme source de protection des droits de l'homme par rapport aux États qui n'appliquent pas la Bible que nous utilisons comme les États musulmans. Je crois que il est vrai que même au niveau des États musulmans, je me suis référé par exemple à Herman Beji, qui a écrit sur la conception propre des États musulmans des droits de l'homme. Cet auteur a démontré que chaque secte religieuse a des règles propres de droits de l'homme. Mais au fait, le tout se ressemble en ce qu'on ne permet pas la violation à la vie, on ne permet pas la violation à l'intégrité physique, qu'il s'agisse des gens qui utilisent la Bible dans la configuration que nous utilisons, ou ceux qui utilisent les Corans. Donc, bref, il n'y a pas de compatibilité parce que les règles des droits de l'homme sont d'abord des règles naturelles. J'ai dit, Monsieur le Président. Oui, monsieur le Professeur, vous avez réagi. Mais voilà la raison pour laquelle je vous ai posé la question de laïcité. Je crois, selon les Corans autorisent de faire la guerre sainte contre tous les gens qui ne croient pas, n'est-ce pas, à leur religion. Voilà donc que vous êtes un tout petit peu contribué. Et c'est juste une remarque dans l'avenir quand vous écrivez en matière de problème. N'est-ce pas? Merci le professeur. Nous passons la parole au troisième intervenant, monsieur le professeur Kaleko. Merci, monsieur le président du jury, pour la parole. Le plus souvent, on entre dans une défense de ce genre. Lorsque l'intervenant prend la parole, c'est d'abord pour justifier les insuffisances sur le plan de la forme. Vous avez constaté que les deux premiers intervenants n'y ont pas fait du tout allusion. En soi, c'est parce que le travail de M. Cardo est bien écrit, il est assez suivi. Quelques encouragements. Il y a très peu de fautes au total. C'est quand même un truc qu'il faudrait soutenir. Mais lorsque j'ai examiné ce travail de M. Cardo, j'ai pu concentrer quelques inquiétudes en rapport avec la méthodologie. On a bien sûr évoqué la méthode exégétique que nous utilisons pour analyser les textes de loi, chercher la volonté du législateur et des ordres. Mais il parle de l'approche sociologique. Je crois que c'est une terminologie qui devrait aider un peu les sociologues, parce qu'en soi,
ce côté-là, les méthodes sont assez bien précises. Et il faudrait les nommer comme les noms classiques. Et toujours sur le plan méthodologique, M. Kandolo n'a fait usage d'une seule technique, la technique documentaire, l'observation indirecte. Mais il me semble que cette seule technique est insuffisante pour mener à bon port, rassembler tous les matériaux afin de construire un travail de telle envergure. Parce qu'en soi, l'examen de la problématique des droits de l'homme ne peut pas se limiter à la simple lecture de la littérature existante. Il faut aller plus loin, observer les faits, faire le terrain. C'est ce qui fait que lorsqu'on va à la page 238 de ce mémoire, où M. Kandolo fait une sorte d'état des lieux des droits de l'homme, les considérations sont quelque peu lacunaires. L'inefficacité de notre politique de protection des droits de l'homme provient-elle des problèmes d'ordre structurel ou des problèmes d'ordre fonctionnel? Et je voudrais dire, si les droits de l'homme ne sont pas très bien protégés, est-ce parce qu'il y a carence de structures de protection des droits de l'homme, ou alors que ces structures existent mais qu'elles ne fonctionnent pas correctement? Merci, M. le Président. Il m'est demandé de savoir si l'inefficacité de protection du droit de l'homme pose de problèmes d'ordre ou résulte de problèmes d'ordre structurel ou de problèmes d'ordre fonctionnel. Je peux répondre que tous les deux à la fois. Et je m'explique en ce que par rapport au fonctionnement même des institutions qui existent, vous allez remarquer que notre pays connaît un dysfonctionnement au niveau de l'appareil qui est chargé de juger les droits de l'homme. C'est l'appareil judiciaire. Et pour exemple, pourquoi je dis que c'est tous les deux, tout récemment, notre gouvernement est en train de s'atteler pour créer des chambres mixtes pour simplement juger les violateurs des droits de l'homme, tant pendant la période des guerres ou des transitions que pour l'avenir. C'est que notre gouvernement se rend lui-même compte que les institutions classiques qui existent, comme les cours et tribunaux, n'ont pas obéi au phénomène de combattre les violations du droit de l'homme. Et donc, sur le plan fonctionnel, on a un problème parce que les personnes qui doivent juger les violateurs des droits de l'homme n'ont pas été formées pour cela. Ce qui fait que vous pouvez aller devant les cours et tribunaux pour inventorier les cas qu'on a jugés de violation des droits de l'homme dans le sens propre entendu par les Nations Unies. On ne peut pas en énumérer plusieurs. La seule institution actuellement qui est en train de s'efforcer, tant bien que mal, ce sont les juridictions militaires. Et sur le plan même des structures, je crois que tous on est d'accord, c'est pour cela qu'on est en train de vouloir créer d'autres institutions qui doivent fonctionner aux côtés des juridictions existantes. Voilà un peu ma réponse par rapport à cette question. Bien, nous allons continuer après cette séance. Après la séance, semble-t-il, vous allez poursuivre le débat en tenant compte de la judicieuse remarque du professeur Kalala à propos de la guerre idéologique interdite en droit international. Vous allez intégrer ce fait, vous allez intégrer également la remarque du professeur Kalala. Parce qu'alors, notre intervention, monsieur le récipiendaire, qu'avez-vous fait de neuf dans votre travail? Quelle est la nouveauté de votre travail?
sinon que vous avez présenté un travail éminent, bien sûr, en termes encyclopédiques, mais qui se présente plutôt comme un répertoire. Et ça, un répertoire, ça signifie que c'est un registre d'instruments internationaux de droits de l'homme. Nous avons une corbeille de ces instruments, mais qui propose concrètement quoi? Qu'est-ce que vous voulez amener au droit? En quoi est-ce que le droit a-t-il avancé? A-t-il gagné? S'est-il enrichi à cause de vos recherches? À supposer que l'on prenait la Constitution en son article 54. Lorsque on peut lire qu'il s'agit de la pollution ou destruction due à une activité économique qui donne droit à compensation ou à réparation. Lorsqu'on peut lire que certaines activités économiques qui peuvent nuire aux intérêts de la communauté nationale et internationale constituent un crime. Lorsqu'on peut lire tout acte juridique ou autre qui peut priver la nation, les personnes physiques ou morales, en tout ou en partie, de leurs moyens d'existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, est érigé en infraction de pillage. Lorsqu'on peut lire, lorsque quelqu'un pose un tel acte, et si un tel acte est commis par une personne investie de l'autorité publique, il est puni comme une infraction de haute trahison. Tel que c'est cité là-dedans, la Constitution, est-ce qu'elle ne constitue pas la meilleure garantie du respect et de l'application de ce que nous pouvons appeler haute trahison? Vous vous proposez de décharger la Constitution de cette formulation pour la mettre dans un code. Est-ce que vous n'êtes pas là devant un risque? Parce que déjà, on pouvait s'attendre à ce que vous puissiez nous présenter ici l'état des lieux de l'application de ces dispositions constitutionnelles par rapport à la réalité du contexte. Qu'en est-il de la pollution à Lubumbashi? Qu'en est-il du pillage des richesses de la RDC? Qu'en est-il de l'infraction de haute trahison en RDC? En ce moment-là, on serait sûr que le spécialiste que vous êtes en train de devenir et qui va le devenir, on suppose, est soucieux de la proportion entre le droit et la réalité. C'est la première question. La seconde question. Dans la Constitution, à l'article 51, on parle du devoir de l'État de protéger, de promouvoir les groupes vulnérables, femmes et enfants, et de promouvoir les minorités. On insiste sur les minorités. De quelles minorités s'agit-il pour le cas de la RDC? Enfin, troisième petite question. Le juge interne congolais peut-il appliquer directement les dispositions en rapport avec les droits de l'homme? Vous avez la parole. Mais comme vous le savez, la Constitution, c'est un texte tout à fait général. La Constitution doit être suivie des mesures d'application pour qu'on puisse appliquer les dispositions constitutionnelles. Sinon, on ne trouverait pas devant quelle institution on pourrait par exemple se présenter lorsqu'il y a eu pollution. Il faudrait qu'il y ait un texte qui prévoit cela, mais aussi de manière telle que la Constitution est libellée, il faut accompagner de mécanismes de mise en œuvre des textes constitutionnels, parce que nous estimons que les lois existent, la Constitution est tout à fait claire, et même elle peut être classée
classée comme une des meilleures constitutions de l'Afrique par rapport à la protection et à la promotion des droits de l'homme. Mais avec quelle institution ou devant quelle institution les citoyens qui se sentent lésés doivent se présenter pour revendiquer leurs droits? Devant quelle institution les citoyens qui se sentent lésés doivent se présenter pour réclamer la réparation du préjudice qu'ils ont subi? Est-ce devant l'institution judiciaire dans le sens classique, comme les cours et tribunaux actuels? Mais ça va se poser un problème, notamment le problème de moyens, notamment le problème technique de la saisine de ces juridictions-là, et aussi le problème de preuves. C'est pour cela que nous proposons, au-delà des textes qui existent, qui sont d'ailleurs bons, il faudrait que l'État crée une structure particulière qui va s'occuper de recueillir tout ce qui est violation et même, au besoin, saisir, parce qu'en ce moment-là, ce sera une institution du genre du ministère public qui se saisit et qui envoie le dossier devant des institutions judiciaires. Moi, je trouve que de cette manière-là, les citoyens peuvent se sentir réparés dans le préjudice qu'ils ont subi. La Constitution parle de la minorité. Et vous voulez savoir de quelle minorité s'agit-il, parce que la Constitution insiste sur la minorité. Évidemment, il s'agit bien de la minorité ethnique. Mais dans un pays comme le nôtre, on a classé des minorités, parmi les minorités, comme les pygmées.